Madeleine, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. J'ai le grand plaisir de vous présenter Madeleine qui va nous présenter une vision sur les tendances du photovoltaïque sur le marché européen, avec un point de focus particulier bien évidemment sur le marché qui nous concerne tous, à savoir la France. Madeleine, à toi. Merci. Déjà, merci beaucoup pour cette opportunité de venir vous parler aujourd'hui du marché photovoltaïque. Donc, dresser un état des lieux du marché aujourd'hui et de demain. Donc, avec un aperçu du marché photovoltaïque en Europe, mais avec un focus sur la France. Sur le marché résidentiel et un peu sur le marché industriel. Oui, moi je suis Mladena Pavlova, je suis consultante dans le cabinet de recherche et de conseil qui s'appelle LCP Delta. Donc je fais un petit slide là-dessus. Donc on est un cabinet international, donc on a une présence internationale et nos deux activités principales sont la recherche, donc les études sur les nouvelles technologies de la transition énergétique, comme le solaire, le stockage, le marché des véhicules électriques, etc. Et notre deuxième activité, c'est le conseil. Donc là, c'est des prestations de conseil sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de nos clients. Donc je vais pas plus loin, mais il y a les détails là-dessus. D'abord, avant de commencer, je voulais juste vous présenter comment nous, chez LCP Delta, on définit les trois segments du marché photovoltaïque. Donc, on a le résidentiel, ce qu'on appelle le C&I, commercial et industriel, et les utilities. Donc là, on va se concentrer un peu plus sur le résidentiel et le C&I. Il y a les codes couleurs, donc partout où vous allez voir le rose, ça va être sur le résidentiel et l'orange, ça va être le commercial. Les définitions sont, je pense, assez claires. C'est vraiment, on distingue aussi les segments par capacité, que ce soit dans le résidentiel ou l'industriel. Donc un petit aperçu du marché résidentiel et industriel en Europe. Donc pour le PV résidentiel, c'est sans grande surprise. En général, en Europe, il y a eu un boom suite à la crise énergétique en 2021. Donc vraiment le boom qui se voit sur l'année 2022 et sur l'année 2023. On a un peu le même effet, pareil, la crise énergétique qui a affecté le marché des industriels, donc avec un boom en 2022 et 2023, que ce soit les clients résidentiels ou les entreprises, ils sont tournés vers d'autres options suite à l'augmentation des prix. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les différentes réglementations, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, qui ont pas mal joué le jeu. Donc différentes subventions ou des réglementations comme le Repower EU au niveau européen sur diminuer d'un certain pourcentage, donc c'est 55%, les émissions jusqu'à 2030 et avoir une neutralité carbone en 2050. Donc il y a eu cette explosion des installations PV sur les résidentiels. On s'attend on le voit déjà en 2024 et 2025, une décroissance. Mais nos prévisions sont positives pour la suite. Donc sur le marché résidentiel, même si ça paraît stable, on voit qu'il y a une hausse en 2030 et le nombre d'installations annuelles. Donc en 2030, on s'attend qu'il s'élève à 2,4 millions sur l'Europe, donc sur les pays qu'on regarde.
Du côté des industriels, donc pareil, comme je disais, en 2023, une explosion des installations, oui, là c'est plutôt en capacité. Une baisse en 2024, mais ensuite on voit une hausse positive et surtout sur les systèmes qui sont supérieurs à 1 mégawatt pic. Ça c'est un peu, ça résume donc sur l'Europe ce que je viens de dire. Donc la situation aujourd'hui, pourquoi il y a eu cette explosion avec la hausse des prix d'électricité, les subventions qui ont pas mal stimulé le marché en Europe. Bien sûr, c'est différent par rapport à différents pays, donc parfois on va avoir des hauts et des bas. Il y a des pays qui se développent un peu plus, il y a d'autres qui sont un peu en retard. C'est un peu aussi notre cas en France, mais on va voir par la suite. Et vers 2030, où on va. Donc, même si la demande a un peu freiné cette année et on s'attend à la même chose l'année prochaine, avec des réductions de subventions, avec le coût de la vie qui tout est de plus en plus cher, les inflations, mais la reprise du marché en 2030. Ce qui est intéressant, ce qu'on s'aperçoit, et c'est nos prévisions aussi vers 2030, il y a une consolidation du marché. On voit beaucoup des fusions, donc tout ce qui est M&A, des sorties des petits installateurs d'ici 2030, des nouvelles propositions qui seront présentes sur le marché, que ce soit des nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles aussi de financement, que ce soit de leasing, du prêt, etc. Et des opérateurs qui proposent qu'on appelle des one-stop shop, qui proposent d'acheter aujourd'hui des panneaux solaires. Avec le même opérateur, demain, on achète une véhicule électrique ou une pompe à chaleur. Donc, ça permet aux clients de répartir leur budget et de rester avec le même opérateur. Ce côté industriel, donc au niveau européen, il y a toujours la crise énergétique, la conformité réglementaire dont j'ai parlé un peu. L'objectif de décarbonation, ça c'est partout et il y a des targets au niveau national à peu près dans tous les pays et au niveau européen. Ce qui va driver aussi le marché, c'est la baisse continue des coûts des équipements et important aussi l'électrification des bâtiments et des transports. Donc il va y avoir des nouvelles charges, on va dire, du côté électrique, avec des véhicules électriques, des pompes à chaleur qui sont installées, et tout ça doit être optimisé, et le photovoltaïque permet de contrôler et d'optimiser tout ça. Après aussi, il y a bien sûr les freins, donc les défis de raccordement. Donc il y a des congestions dans le réseau dans pas mal de pays, notamment aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. C'est pas notre cas, heureusement, ça va être un des points positifs pour la France. L'augmentation des coûts d'emprunt pour les entreprises, donc ça devient de plus en plus cher, et aussi les prix élevés des matières premières. Donc ça c'est surtout pour la France, c'est intéressant c'est le cas en France sur les ombrières par exemple, quand les prix d'acier qui augmentent, donc tout ce qui est construction en métal pour les ombrières, donc les carports, avec la nouvelle loi de l'année dernière. Ça peut freiner le marché. Les barrières contractuelles et administratives, ça aussi c'est connu au niveau européen. Donc tout ce qui est administration, la paperasse, ça prend du temps de valider des projets. Et la fragmentation du marché, donc le marché européen côté installateur, il est très fragmenté et il n'y a pas toujours des précisions sur les standards des projets. Donc là, on fait un zoom sur la France. Donc le code couleur, le rose pour le résidentiel. Donc le marché français résidentiel est très modeste. Donc on est très en retard comparé aux autres pays européens, notamment l'Allemagne et le Pays-Bas.
En fin 2023, on a 800 000 installations. Donc sur toit, donc ça c'est la base installée. Donc là ça doit être fin 2004. On n'a pas encore les chiffres, ça doit être un peu plus. Et ça représente un peu plus de 3 gigawatts. Donc c'est les chiffres d'aujourd'hui. Là, au milieu, c'est les installations annuelles. Donc, en 2023, on est un peu plus à 200 000 et on voit que c'est les systèmes de moins de 10 kilowatts qui sont le plus répandus. Les systèmes sur ce balcon il y en a, donc on les voit pas du tout sur le graphique, mais aujourd'hui, c'est une centaine et on s'attend à avoir à peu près 4000 installations annuelles en 2030. Par contre, pour tout ce qui est moins de 10 kilowatts, on sera à un peu plus de 300 000 installations annuelles. Donc, je dis marché modeste jusqu'à présent. Et pourquoi? Parce qu'historiquement, les tarifs d'électricité en France sont à des niveaux très bas comparés à nos voisins européens. Et du coup, le photovoltaïque peut développer. Et oui, un développement plus lent que les pays voisins. Ça, c'est aussi en raison des incitations aussi politiques assez faibles. Mais il y a des réglementations en place aujourd'hui, depuis 2021-2022, qui vont booster un peu le marché, que ce soit le RE 2020 sur les obligations dans les nouvelles constructions d'avoir un système qui va prévoir une efficacité énergétique. Donc, c'est pas que sur le PV, ça peut être côté chauffage avec les pompes à chaleur, mais ça peut jouer sur le marché photovoltaïque résidentiel. Donc, comme on voit, en 2030, on pense, selon nos prévisions, que le marché va croître. Et comme mentionné, au niveau européen, ça va se jouer aussi sur l'électrification en général des bâtiments, et le PV, c'est ce qui permet de faire ce contrôle. Ce qui est intéressant, c'est comment les consommateurs français aperçoivent leur facture énergétique, qui va aussi jouer sur l'adoption du système photovoltaïque. Donc, on fait chez LCP Delta une enquête consommateur. Donc, on a enquêté là récemment, ces derniers mois, plus de 2000 consommateurs dans 5 pays européens. Et on voit que c'est en France que les ménages sont plus inquiétés sur leur facture d'électricité, alors qu'on n'est pas les prix les plus élevés. Donc ça, c'est quelque chose aussi, donc pour se protéger contre cette inquiétude, la volatilité des prix qu'on s'attend à une hausse dans les mois qui viennent. L'option PV devient de plus en plus intéressante, et surtout l'option autoconsommation. Comparé aux prix qui sont plus élevés en Allemagne, par exemple, les consommateurs allemands sont moins inquiets sur les montants qu'ils voient sur leur facture. Donc, le cadre réglementaire aujourd'hui en France, aujourd'hui et demain, donc il y a diverses incitations, même on n'est pas le plus fort en Europe. Les tarifs d'achat, donc le feed-in tariffs, comme on les appelle en anglais, qui ont été introduits, qui incitent plutôt les consommateurs à l'exportation plutôt qu'à l'autoconsommation. Donc, de tout mettre sur le réseau plutôt que d'autoconsommer et de mettre juste le surplus. On s'attend qu'avec la prime à l'autoconsommation, l'autoconsommation va se développer plus, et que les tarifs d'achat seront moins intéressants que la prime à l'autoconsommation. Donc ça va booster cela. Et aussi ce que je parlais des réglementations concernant les nouvelles constructions.
Aussi, le target, au niveau national a changé, donc il est aujourd'hui à 60 gigawatts. Donc ça, c'est tout compris, pas que résidentiel, les 3 segments que je vous ai montrés tout à l'heure, mais c'est 3 fois plus que le niveau actuel. Et donc j'ai parlé de RE 2020 qui est en vigueur et les tarifs d'achat qui devraient, comme je disais, diminuer d'une année à l'autre et avoir plus de place pour le PV et l'autoconsommation surtout. Donc en France, le marché résidentiel est loin d'être saturé, même si le saturé n'est pas le bon mot. Enfin, c'est le taux d'adoption qui est très bas. On est à 6% du total du marché qui a du potentiel, donc du marché adressable. Dans d'autres pays comme le Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, on est à des taux à 25-45%. Donc 6%, c'est vraiment peu. Après, il faut comparer que il faut comparer. Il faut voir que la Belgique ou le Pays-Bas, c'est des plus petits pays avec des nombres de maisons, des bâtiments moindres. Donc, le pourcentage parfois peut être faussé, mais quand même 6%, c'est très peu. Donc, on a un marché adressable qui est large. Les prix de détail de l'électricité, c'est un autre moteur donc qu'on attend qu'il augmente. Donc là, il y a le Turc déjà qui augmente et qui va se voir plus sur les tarifs d'électricité pour les consommateurs qui ont un tarif réglementé, qui va être répercuté sur la hausse en février 2025, alors que la Turc augmente en novembre, il me semble, cette année. La Turc, c'est le tarif pour l'utilisation du réseau et les nouvelles constructions dont j'ai parlé. Donc les freins, c'est plutôt on voit que le marché est contraint par l'offre. Donc il y a très peu d'installateurs vraiment qui sont on va dire équipés pour le photovoltaïque, et ça on le voit dans toutes les nouvelles technologies, que ce soit dans le chauffage, donc pour l'installation des pompes à chaleur. Il y a la réputation endommagée des petits installateurs. Ça, c'est les retours des ménages qu'on a. Et sur le terme de éco-voyous, donc ils ont pas de confiance dans les entrepreneurs qui parfois peuvent être malhonnêtes. Et aussi le problème de permis. Donc ça, au niveau local, parfois, ça prend beaucoup de temps à valider un projet ou c'est plus la validation de projet, mais la partie administrative qui peut prendre du temps. Sur le marché industriel, en France, donc les derniers chiffres qu'on a, c'est pour 2022, on est à 11,9 gigawatts installés, dont 10% c'est des corporate PPAs. Et on s'attend à 37 gigawatts en 2030, dont 25% des corporate PPA. Donc on voit que ça va presque doubler la capacité annuelle installée entre 2023 et 2030. Et comme je disais, c'est surtout les systèmes qui sont supérieurs à 1 mégawatt qui vont augmenter plus rapidement, parce qu'il y aura plus cette frontière entre tout ce qui est supérieur à 1 mégawatt, donc dans le C&I et les utilities. Donc, je ne sais pas si on va essayer, mais les diminutions qu'on a vues le déclin en 2024 et 2025, c'est les prix et les entreprises, en fait, l'emprunt, ils ont des difficultés. Mais entre 2025 et 2030, on s'attend à une croissance plus régulière sur les deux segments, que ce soit entre 10 kW et 1 MW ou les systèmes supérieurs à 1 MW pic. Et cette croissance, on pense que sera due à 2 raisons. Donc l'augmentation du prix de détail de l'électricité,
suite à la suppression du mécanisme de l'Arenh. L'Arenh, c'est l'accès à la production nucléaire de EDF, c'est-à-dire les fournisseurs alternatifs aujourd'hui en France peuvent acheter la production nucléaire de EDF à un prix fixe qui est à 42 MWh aujourd'hui, et ils peuvent acheter jusqu'à 100 TWh de cette énergie pour être compétitif sur le marché de détail et être, on peut dire, au même niveau avec EDF côté prix. Que ce soit pour le résidentiel et pour l'industriel. Ça, c'est une chose. Je reviens dans le cadre réglementaire pour expliquer plus ça. Et la deuxième raison, c'est les objectifs de solarisation, surtout avec la loi APER en France. Et en Europe, on est le seul à avoir ce type de loi. Que ce soit sur des obligations sur les ombrières, pour des ombrières, pour l'agrivoltaïsme et des bâtiments aussi. Donc voilà le cadre un peu réglementaire. Donc comme je disais, 3 éléments importants. Donc la loi APER avec des targets ambitieux de solarisation et pour les nouveaux bâtiments, les parkings, tout ce qui concerne l'agrivoltaïsme, même si on entend qu'il va y avoir des délais d'application, parce que tout ça met du temps, ça coûte cher d'équiper des parkings, mais ça se développe. Il y a de plus en plus des offres pour des ombrières et on a travaillé nous récemment sur un projet justement en intégrant des bornes de recharge. Le stockage va venir aussi, donc il va y avoir une offre vraiment complète PV, borne de recharge et stockage. Donc c'est quelque chose que se développe et on voit avec ça que les nouvelles technologies ne sont pas isolées, donc il va y avoir une combinaison des nouvelles technologies et c'est ça qui va aussi driver la transition énergétique. Que ce soit, c'est valable aussi, même s'il n'y a pas concrètement une loi, c'est valable pour le résidentiel et pour le segment industriel. Donc un autre élément clé, le mécanisme ARENH qui sera supprimé en 2025, qui fait que les prix de détail d'électricité vont augmenter. Donc on s'attend à que les entreprises se tournent plus vers des systèmes PV. Ce qui est intéressant, c'est que EDF va toujours vendre toute sa production sur le marché de gros. Mais là, comme il était vendu à un prix fixe, qui était à 42 € de mégawattheure, là, le prix sera plus élevé. Ils s'attendent que ce soit entre 70 et 68 € de mégawattheure. Et s'il n'est pas à ce prix, tout ce qui est en plus, ce sera répandu sur les clients résidentiels, sur leurs factures. Donc c'est un autre mécanisme qui va être entré en place. Donc je crois que l'EDF est encore en discussion avec l'État sur comment fixer ça. Et les mécanismes de compensation, il y en a 2, que ce soit pour les systèmes de moins de 500 kW et pour les systèmes de plus de 500 kW crête. Donc pour ne pas, c'est à peu près tout ce qui est dans le timeline pour à quoi on s'attend côté réglementaire. Donc les 2 types de mécanismes, c'est le fameux S21 et le S24 que la DGEC a dit que ça viendra d'ici la fin de l'année. Donc c'est sur les tarifs d'achat. Un peu sur quels sont les moteurs, qu'est-ce qui va pousser le marché industriel. Donc c'est encore les ambitieux objectifs avec la réglementation, la fin de l'Arenh dont j'ai parlé et l'augmentation des prix. Le réseau solide dont je mentionnais au début, en France, c'est pas trop un sujet aujourd'hui et c'est un point positif
comparé au Royaume-Uni et le Pays-Bas. Le Pays-Bas surtout, qui se trouve saturé aujourd'hui. Bon, le nombre d'installations aux Pays-Bas, que ce soit industriel ou résidentiel, a explosé ces dernières années. Et ils se retrouvent vraiment avec des réseaux congestionnés. Et pour améliorer ça, il faut beaucoup d'investissements. Et ça va retarder, c'est pour ça, dans les prévisions pour le Pays-Bas, par exemple, on s'attend à un déclin beaucoup plus important d'ici 2030. Donc pour nous, c'est un point positif, donc on n'a pas trop de problèmes côté réseau. Après, ce qui va aussi driver le marché, mais bon, on se concentre moins sur les PPA dans nos études, mais c'est les fonds de garantie pour les PPA. C'est-à-dire l'État va prévoir des garanties, des assurances pour les acheteurs des PPA pour que ça se développe beaucoup plus. Et que le fait qu'il y ait aujourd'hui une meilleure définition de ce que ça comprend dans la loi APER. Par contre, dans les freins, il y a toujours la rentabilité qui est faible par rapport au prix d'électricité qui sont bas. Du coup, la rentabilité est rarement à moins de 10 ans. Donc, on est toujours à plus de 10 ans et ça peut décourager à aller vers du PV. Après, on a une faible intensité carbone du réseau français. Ça, c'est historiquement à cause de notre production nucléaire, qui est déjà considéré bas carbone. Je parlais un peu, c'est l'obstacle administratif, c'est pareil, résidentiel et industriel. Les longues périodes de validation de projets ou même côté côté autorité administrative locale, et puis y avoir des différentes opinions. Par exemple, au niveau local, on peut parfois refuser un projet s'il est face à un bâtiment historique, etc. Si sur le toit, il cache une partie d'une certaine zone, etc. Ensuite, oui, je reviens un peu sur les corporate PPAs. La concurrence avec les mécanismes de subvention. Donc, est-ce que c'est mieux de recevoir des subventions ou de se tourner vers des corporate PPAs? Et ensuite, la licence des fournisseurs qui est requise. Donc, ils doivent soit avoir avoir leur licence. Donc, ça doit être un fournisseur ou travailler avec un fournisseur pour pouvoir se tourner vers des PPA. Je crois que c'est tout. Donc, c'est quoi vous appelez les PPAs, là? C'est the Power Purchase Agreements. Ok. Et non. C'est des acteurs qui peuvent acheter, faire un contrat sur vraiment du long terme. Okay. Et d'une centrale, et ils sont sûrs qu'ils vont recevoir des centrales sur 20-30 ans. La fourniture. Donc, je ne sais pas si je reviens sur un slide en particulier, mais... D'autres questions, remarques? C'est vraiment l'image qu'on a, nous, d'installateurs voyous, éco-voyous. C'est les retours des clients résidentiels. Donc, on traduit ce qu'on entend, oui. Mais il y a, c'est pas que sur le PV, je pense, c'est sur, comme je disais, c'est sur toutes les nouvelles technologies. Déjà, il manque des installateurs qui sont vraiment pour cette technologie. Donc, soit il doit y avoir, je pense que c'est beaucoup le cas, des formations. Et aussi des upskilling, donc avoir les compétences nécessaires à ceux qui installent autre chose. Enfin, on travaille beaucoup avec le Royaume-Uni, ceux qui installent, c'est le cas beaucoup des chaudières à gaz, donc avoir les compétences pour l'installation des nouvelles technologies, que ce soit une pompe à chaleur, des panneaux photovoltaïques, etc. Il y a combien de prix du kilowattheure chez nos voisins? Pardon? Le prix du kilowattheure chez nos voisins européens, il a... Le prix d'électricité? Oui.
J'ai pas les chiffres en tête, mais il est. Après, on parle de quoi? Le prix de détail? Oui, pour un consommateur classique, pas pour un industriel. Les consommateurs classiques, nous, les factures, ils vont pour un ménage classique qui consomme 2400 kWh par an. On peut être autour de, par rapport aux fournisseurs, entre 300 et 500 euros par an. Alors qu'en Europe, ça peut être le double. Et nous, on était très protégés. On était très protégés pendant la crise en 2021-2022 avec le gel des tarifs, que ce soit en gaz ou en électricité, et c'était pas le cas de nos voisins européens. Moi, je reviens sur l'amortissement. Je trouve que vous avez donné une grosse marque quand même sur l'amortissement sur 10 ans sur les installations PV. J'ai pas entendu. Ah. Je parlais de l'amortissement. Oui. C'était industriel, pardon. Ah oui. C'était rarement d'avoir moins de 10 ans de rentabilité chez les industriels. Merci beaucoup. Un très très grand merci pour cette intervention. Merci. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je pense qu'il y a mon contact et je suis aussi dans la salle des exposants. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout à l'heure. Je vous propose maintenant de passer la parole à Steven de chez Trina, mais si vous voulez... Donc, l'objectif de la présentation de Steven, c'est justement de rentrer dans une